Dans le monde de Jujutsu Kaisen, il existe une échelle de puissance classant les exorcistes et les fléaux. Cette échelle commence à la classe 4 pour finir à la classe 1. Les classes sont conçues de manière à ce qu'un exorciste soit, dans les faits, toujours supérieur à un fléau de classe équivalente, et qu'il puisse être envoyé sur des missions impliquant des fléaux de sa classe. Cependant, il existe une classe spéciale, que l'on nomme la classe S, rassemblant le gratin des exorcistes, et d'après Kenjaku, ce sont des exorcistes qui seraient capables de renverser un pays à eux tout seuls. C'est pour vous dire à quel point ils sont à part, et surtout à quel point ils sont puissants. Bien que vous le verrez, la puissance ne fait pas tout. Depuis le début du manga, nous n'en connaissons que 4. Satoru Gojo, sans aucun doute le plus puissant des 4, qui possède le 6ème œil et la technique de l'infini, Okotsu Yuta, l'enfant maudit possédant la technique de copie et Rika, Tsukumo Yuki et sa technique permettant de contrôler la masse, et enfin Suguru Geto, le manipulateur des fléaux, dont le corps a été usurpé par Kenjaku après sa mort. Il n'y a qu'à se pencher un peu sur leur combat et sur leur technique pour comprendre pourquoi ils sont catégorisés comme des exorcistes spéciaux. Nous allons voir aujourd'hui qui a le potentiel d'un jour atteindre le rang ultime, se hisser au sommet du monde occulte. Alors allez chercher à boire et à manger et laissez-moi vous divertir tout au long de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts car aujourd'hui on va revenir un petit peu sur le système de classes dans le manga et surtout sur la classe qui nous intéresse, la classe S. Nous allons donc décortiquer et voir pourquoi un exorciste devient un classe S, quels sont les critères et nous verrons par la suite les candidats potentiels à ce poste. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour le référencement, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, commençons la vidéo et commençons par parler de la classe S en général. Comme dit dans l'intro, c'est littéralement des exorcistes spéciaux capables de renverser un pays à eux tout seuls. Lors du prologue de Jujutsu Kaisen, on apprendra qu'ils sont tellement rares que Maki pensait que c'était une légende, même si elle en avait un en tant que prof principal. Enfin bref, si on prend les 4 classes S que l'on connaît, on peut effectivement appliquer la règle de la prise d'un pays, avec par exemple Geto et une armée de fléaux, Yuki et un trou noir, Gojo et Yuta qui possèdent tous deux des sorts de zone d'une puissance folle et d'autres techniques occultes, telles que la copie de Yuta ou encore l'infini dans sa globalité de Gojo, qui sont tout simplement beaucoup trop fortes. On sait que Yuta a été introduit en tant que grade spécial dès son inscription au lycée, tout simplement car Rika était catégorisé comme un esprit vengeur de classe S, et Yuta s'est vu propulsé à ce rang également, sinon il aurait commencé en tant que grade 4, comme on a pu le voir à la fin du film 0. Pour le reste, on ne sait pas s'ils ont eu ce grade dès leur début dans le monde occulte, dû à leur technique spéciale, ou alors s'ils ont grimpé les échelons, réussissant à se hisser à cette place. Enfin je dis ça, mais pour Geto, on peut émettre l'hypothèse qu'il était entre la classe 1 et la classe S, lors de l'arc du trésor caché, comme on peut le voir sur cette planche. Et on peut également émettre l'hypothèse que Gojo était également à ce niveau-là, en termes de puissance. Mais on sait également que depuis sa naissance, Satoru a rétabli la balance entre humain et fléau, et qu'il a littéralement tout chamboulé dans le monde occulte, donc un rang S d'emblée ne serait pas déconnant. Et pour Yuki, eh ben elle est morte avant que l'on puisse savoir quoi que ce soit sur son passé. Tout ça pour dire qu'on peut techniquement devenir un classe S en devenant tout simplement plus fort et en ayant les capacités de renverser un pays, donc en possédant les sorts adaptés. Je tenais également à rajouter un petit point, il n'y a pas de règle précise pour devenir un classe S, c'est un rang spécial. Normalement, les exorcistes les plus puissants sont censés être de la classe 1. La classe S n'est pas un rang lambda, il faut donc être spécial pour le mériter. Maintenant que le contexte est posé et que la classe S est présentée, dans les grosses lignes, il est temps de prendre les candidats cas par cas et de conclure si oui ou non ils peuvent prétendre un jour à ce titre. Je précise avant tout que l'on ne se contentera pas que des élèves ou des associés des écoles d'exorcisme, car normalement, seuls eux peuvent avoir un rang. Mais ici on fait ce qu'on veut, donc on va outrepasser cette règle, comme Sukuna a outrepassé l'infini de Gojo. Shiguro Megumi-kunだよね。あんた誰？っていうか、何その顔。 On va commencer par celui qui, pour moi, est un candidat tout désigné pour l'atteindre un jour. Megumi est descendant d'un des 3 plus grands clans, le clan Zenin, et en tant que tel, il a reçu un sort héréditaire d'une puissance ahurissante, la technique des 10 ombres. J'entends ceux qui disent que cette technique n'est pas si puissante que ça, quoique j'espère que vous ne pensez pas ça, sinon on est mal barré. Cette technique fait partie des plus puissantes du manga, tout simplement car elle peut tout faire. Vous soigner avec le cerf circulaire, faire des dégâts bruts avec les chiens de jade, le serpent ou encore le taureau bélier, mais également des dégâts de zone avec nuée ou encore l'éléphant de plénitude. Et quand on voit la taille du nuée que peut invoquer Sukuna, et ben on comprend qu'il ne faut pas prendre cette technique à la légère, et qu'elle a évidemment le potentiel de renverser un pays. De plus, on peut fusionner les Shikigami pour en faire des combinaisons, et former un Shikigami beaucoup plus puissant que tous les autres. Mais on peut également invoquer Makora qui s'adaptera à n'importe quel phénomène, donc littéralement un counter à tout ce qui existe. Megumi possède une extension du territoire qui semble renfermer des surprises que l'on ne connaît pas encore, comme ce squelette qui se construit en fond au fur et à mesure que Megumi progresse. S'il étend son territoire et qu'il possède tous les Shikigami qu'il pourra invoquer à volonté, c'est tout simplement broken. Megumi a indéniablement le potentiel d'atteindre les sommets du monde occulte et donc d'atteindre un jour le rang S. Et Gojo le savait, et en plus pour moi, les 10 ombres est la technique à catégoriser comme étant spéciale, au même titre que l'infini et le 6ème œil octroient un pouvoir au-delà de toute personnalité, ou encore la manipulation des fléaux pouvant littéralement contrôler les fléaux eux-mêmes. On ne va pas y passer plus de temps car je pense que Megumi était un peu le choix par défaut, attaquons-nous à plus croustillant.
Notre humoriste préféré possède un pouvoir qui déjoue toutes les règles occultes. On n'a pas posséder la meilleure des défenses, les familiers les plus puissants ou encore la technique occulte la plus forte, s'il trouve ça drôle de vous faire du mal, vous n'y pourrez rien. Si un exorciste de classe S est quelqu'un de spécial par définition, eh bien Takaba en fait évidemment partie. Il possède le pouvoir de rendre réel tout ce que l'artiste trouve drôle, et même si c'est un personnage qui ne tue pas, il est assez spécial pour mériter sa place. De plus, il remplit parfaitement la règle de renverser un pays, car ce ne serait pas un souci pour lui de faire exploser une quantité astronomique de bombes nucléaires ou encore tout simplement de tout détruire s'il trouve ça drôle. Le problème avec Takaba, c'est qu'il suffit de lui faire perdre confiance en lui pour que sa technique soit inefficace. Cependant, elle est beaucoup trop puissante pour ne pas le faire passer dans une catégorie spéciale, donc la classe S. Et je le verrais bien comme un rang S marginal, un type inconstant qui possède entre ses mains la technique avec laquelle il peut littéralement faire tout ce qu'il veut, mais qu'il n'en sache absolument rien. Alors là, on va rentrer dans la partie un peu délicate de la vidéo, car on va aborder le cas de Yuji, donc le protagoniste de l'histoire. Je sais que beaucoup de personnes pensent que Yuji ne sera jamais un des plus forts, mais moi je pense le contraire. Un shonen classique voudrait que Yuji dépasse les sommets, et devienne à la fin de l'histoire l'un des plus forts. Mais ça c'est dans un shonen classique, et Jujutsu Kaisen, il en respecte pas tous les codes, mais je pense que celui-là il le respectera. Depuis le début du manga, Yuji s'en prend plein la gueule, souvent par des classes S, et n'est pas souvent à la hauteur, se faisant tailler par la communauté. Le truc c'est qu'actuellement il commence réellement à devenir puissant, si l'on met de côté son physique exceptionnel, il fait partie des élus, si je puis dire, pouvant utiliser le rayon noir presque à volonté. Il peut désormais frapper l'âme d'une personne dans quelque chose que l'on ne peut protéger consciemment, sauf exception. D'ailleurs, depuis le début, il semble avoir une connexion très spéciale avec elle. Il a été conçu par Kenjaku pour être le réceptacle parfait pouvant contenir le roi des fléaux en personne, faisant de lui l'autre pouvant renfermer n'importe quoi, voire même la créature finale de la traque mortelle. De plus, il ne faut pas oublier que Yuji devra normalement développer les techniques de Sukuna dans un futur proche, alors est-ce qu'il s'agit simplement de ces sortes de découpes où il aura droit à tout le reste? Dans les deux cas, ça fera passer Yuji à un tout autre niveau, parce que déjà qu'en ingérant les fœtus maudits, il a augmenté son niveau d'énergie occulte, mais il possède également le sort de ces derniers qui sont en rapport avec la manipulation du sang et la décomposition d'un corps. Il aura donc la résistance physique, un niveau plus que bon, voire excellent en corps à corps, le sort d'inversion pour se soigner, des attaques de zone très puissantes, et les techniques de Sukuna, voire même son extension du territoire. En rajoutant à ça, ceux des fœtus que l'on ne connaît pas totalement. Et il pourra devenir encore plus fort en ingérant les objets maudits qu'il veut pour en absorber les caractéristiques. Et en plus de tout ça, c'est un être spécial, le réceptacle parfait qui n'apparaît que très rarement. Donc si on rajoute cette caractéristique à la puissance qu'il aura, je pense que le classe S ne serait pas déconnant pour lui. Pour celui-là, ce n'est pas trop une surprise, ça a été dit dans le chapitre 147 que la promotion de Yaga en tant que classe S était en cours, donc on pourrait s'arrêter là, mais on va quand même développer un peu et expliquer pourquoi c'est un choix logique. On a ici le parfait exemple que passer en grade S est possible, et surtout que la puissance ne fait pas forcément tout. Yaga est un exorciste de classe 1, il est donc puissant, ça ne fait aucun doute, mais pas au point d'être hissé au rang S par sa simple puissance. Mais alors pourquoi le promouvoir? Tout simplement parce qu'il possède une technique et surtout la recette capable de créer des corps maudits artificiels, se suffisant à eux-mêmes. Il suffirait donc pour lui de créer une armée et de prendre d'assaut n'importe quelle ville, structure ou pays sans aucune difficulté. S'il était avide de puissance et qu'il avait comme projet de créer une armée autonome en énergie occulte, ça aurait été un massacre, sûrement pire que la parade des fléaux, car on parlerait sans doute de corps maudits aussi puissants, voire potentiellement plus puissants que Panda. Après, on peut imaginer ce qu'on veut, mais une chose est sûre, le savoir est la plus grande des armes et le principal Yaga mérite sa promotion en S pour ça. よかったな。 Je les ai mis dans la même partie, vous comprenez pourquoi. On va prendre l'exemple de Maki pour argumenter parce que finalement c'est sur elle qu'on a le plus de données. On a donc une personne dotée d'un serment inné lui octroyant un physique hors du commun. Un physique lui permettant de courir à la vitesse du son, de voir et de ressentir n'importe quoi, de s'agripper au pan du ciel et de tout simplement déjouer toute la perception qu'on a de la limite humaine. Ce sont réellement des combattants d'exception, pouvant prendre la plupart des personnages du verse tout simplement car ce sont des monstres. Ils ne possèdent pas d'énergie occulte, leur permettant d'être invisibles, de ne laisser aucun dépôt occulte et donc de ne pas se faire pister et leur donnant un réel avantage lors d'un combat. Cependant, on se heurte à un problème. Pensez-vous qu'ils aient la puissance nécessaire pour renverser un pays? Soyez honnête avec vous-même et affirmez-moi que c'est le cas. Pour moi, ils ne possèdent pas assez de pouvoir destructeur pouvant anéantir un pays tout entier. Même s'ils possèdent une régénération très efficace, ils ne possèdent pas de sorte d'inversion, donc s'ils se font blesser gravement, ça sera très compliqué pour eux. Je vois un seul monde où ils se hissent au niveau de la classe S, c'est leur serment inné. C'est tout simplement une anomalie. Un serment retirant toute part occulte au détriment d'une force physique prodigieuse, c'est vraiment pas courant, et on n'en connaît sûrement pas toutes les caractéristiques. Encore une fois, s'il faut être spécial pour prétendre à la classe S, alors oui, dans ce cas, il pourrait y avoir droit, même si je doute que le critère de la prise d'un pays soit respecté.
Alors là, on a sûrement le plus gros problème de la vidéo. Kinji Akari est indéniablement un duelliste hors pair. Il a fait jeu égal avec Kashimo, certes qui n'a pas utilisé sa compétence, mais ça reste un exploit, car le bug est tout de même très puissant. Ce qui rend Kinji si spécial, c'est vraiment son extension du territoire, qui lui octroie un jackpot le rendant immortel pendant 4 minutes et 11 secondes, dû à son flux ininterrompu d'énergie occulte. C'est tout simplement un tank, capable de se régénérer avec un sort d'inversion plus rapide que celui de Gojo ou Sukuna. Mais en plus de ça, son domaine est basé sur sa chance, mais on va pas se mentir, il est bien truqué quand même. Donc, toujours miser sur Akari. Le souci encore une fois, c'est qu'il manque de technique offensive. C'est un expert au corps à corps, et sous jackpot il pourrait battre des adversaires redoutables, mais pourrait-il renverser un pays? Pour le coup, je n'en ai aucune idée. Le fait qu'un domaine octroie à quelqu'un un flux ininterrompu d'énergie occulte le rendant presque immortel, devrait être assez spécial pour le faire passer en rang S. Mais ça ne lui octroie pas une puissance offensive suffisante pour faire d'énormes dégâts de zone par exemple. Je pense que Kinji siège au sommet de la classe 1, mais il lui manque ce petit truc le faisant passer en rang S. Je comprends cependant les gens qui pensent le contraire, et pour le coup, vous avez peut-être raison. Faisons un compromis, Kinji sans son jackpot est rang 1, et avec il est rang S. Comme ça tout le monde est content, et dites-moi vos avis dans les commentaires. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que la vidéo est assez longue, et je pense faire une deuxième partie parce qu'il y a encore 3 cas que j'aimerais traiter. Donc dites-moi en commentaire si une deuxième partie vous plairait, et n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, dans le respect évidemment, parce que ça commence à bien faire les gens qui dénigrent les avis des autres, simplement car ils pensent être Gege Akutami en personne. N'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie, et nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.